Alors, chers internautes, nous sommes toujours sur le plateau de l'autre journal et nous recevons dans cette deuxième partie une figure incontournable de la littérature togolaise, très bien connue au Togo et aussi bien dans la diaspora. Je veux parler de notre compatriote Théo Ananiso, qui a déjà publié une demi-douzaine de romans, dont la plupart sont publiés aux éditions Gallimard. Il est aujourd'hui avec nous pour échanger sur son dernier essai, Afenu. Mais avant d'arriver dans le fond du sujet, décortiquer cet essai-là, nous allons parler en général de la littérature togolaise. Les questions, certaines questions que nous avons eu à poser à M. Assiobo, nous allons les poser à M. Théo Ananiso. Lui qui vient de la diaspora, on verra quel regard il porte sur ces questions-là. Soyez les bienvenus, compatriotes. Merci beaucoup et bonjour à vous, merci. Ça fait quoi de rentrer de temps en temps au pays? Pour se ressourcer, pour voir la famille? Ici, c'est enfin, tout à la fois. C'est toujours un plaisir. Quand tous les Togolais que je connais à l'étranger, en tous les cas, on n'a qu'une seule envie à chaque fois, une année, de rentrer pour manger ce qui se mange au Togo et pour voir la famille. En ce qui concerne moi, ma mère, qui a 82 ans, donc qui est assez âgée et que je souhaite voir le plus souvent possible. Et revoir le pays. Et comme en plus on écrit, quand on est un écrivain, on ne peut pas être un écrivain sans frontières. On n'est pas un écrivain comme ça dans le vide. On est toujours dans un pays donné. Et forcément, il faut reprendre le contact avec son pays pour voilà, quoi, rétablir sans cesse le contact. Et ça passe aussi par le retour au pays, si je puis dire. Alors, vous revenez souvent? Je reviens chaque année, oui, une fois. Ouais. Parfois, il m'arrive de revenir 2 fois dans l'année. Une bonne partie, souvent, c'est pour des raisons familiales. Mais en général, chaque année, je reviens. Ouais. Je présume que quand vous êtes là, vous rencontrez vos collègues, les écrivains, les éditeurs, vous échangez. Quel regard vous portez sur la littérature togolaise en général? C'est vrai que vous qui êtes à l'extérieur, qui avez plus de visibilité, on vous connaît, on connaît les autres, mais ceux de l'intérieur avec qui vous échangez, comment vous les percevez? Et alors, j'ai beaucoup de contacts avec eux. Les plus jeunes, surtout, me sollicitent souvent. Je suis vraiment en contact par les réseaux sociaux avec eux. Et les plus âgés également, certains ont été mes profs. Togo Ata, par exemple, a été mon prof à l'université ici à Lomé. Et alors, je dois dire qu'il y a une effervescence, une vitalité, une créativité que moi je trouve très admirable. Ce n'est pas seulement du point de vue des auteurs, mais également du point de vue des éditeurs. Bon, j'ai quitté Lomé ici en 1986, il n'y avait pas de maison d'édition. Et c'est un peu drôle, déjà à l'époque je souhaitais devenir écrivain, et c'est un peu étonnant de vouloir être écrivain quand on n'a pas de maison d'édition chez soi. Et donc là, ici il y en a, peu importe les qualités de ce qui se produit ou pas, c'est le cas partout. En Allemagne, en France, partout, il y a du bon et du mauvais. Vraiment, ça c'est un fait. Et du très mauvais même d'ailleurs, en France aussi. Et donc, ce n'est pas le vrai problème. Il y a cette effervescence qu'il faut déjà reconnaître, qu'il faut apprécier. C'est un peu d'ailleurs le cas aussi pour la presse. Hein. D'ailleurs, il n'y avait pas de presse privée. De mon temps, quand j'étais au lycée ou même à la fac, et il y en a désormais aujourd'hui. Alors, le regard que je porte sur eux, sur les plus jeunes, me demandent, me sollicitent souvent, me proposent de lire un peu, de donner mon avis sur ce qu'ils écrivent, que je trouve, d'ailleurs, entre parenthèses, et c'est un peu une primeur que j'ai décidé d'en fait, je vais travailler un peu régulièrement avec une maison d'édition ici qui s'appelle Aoudi, donc Maouseika, qui me demande de l'accompagner un peu dans le cadre d'une petite collection où je pourrais peut-être accompagner l'édition d'un ou 2 livres, d'un roman dans l'année par exemple. Et je suis en train de lire actuellement donc ce manuscrit-là. Donc voilà, je ne sais pas pour ce qui est du reste, j'admire, ce n'est vraiment pas une langue de bois, j'admire beaucoup la créativité. Il y a un phénomène bizarre qui est au Togo, mais ça peut-être qu'on peut l'expliquer, il n'y a pas une seule explication. C'est extraordinaire ce que les Togolais produisent en littérature depuis maintenant à peu près 30 ans, 20, 30 ans. C'est extraordinaire. Et je vis en Europe et nous voyons, nous percevons dans la diaspora, dans les diasporas africaines, nous voyons comment on nous perçoit les écrivains togolais. C'est très admirable, mais au Togo, on passe inaperçu. Oui, justement. Et voilà, ça c'est le contraste. Au Togo, on a de la peine à mettre
à trouver les écrivains, leurs œuvres, parce que en fait, comme on venait de le dire avec l'invité précédent, il n'y a pas d'activité culturelle comme par le passé, il n'y a pas de foire aux livres, par exemple, comme au Burkina, au Bénin, à Dakar. Est-ce que c'est tout ça qui fait que les écrivains togolais ne sont pas visibles? Parce que là, vous confirmez quand même qu'il y a des œuvres de qualité, mais ce sont des œuvres qui ne sont pas visibles. Ah ben, c'est pas, il doit, comme pour tout dans la vie, il ne doit pas avoir une seule explication. D'abord, le pays est petit, nous ne sommes pas nombreux, et ça joue beaucoup. On ne s'en rend pas compte, mais ça joue. La petitesse de l'espace et de la population joue énormément sur l'impact qu'on a ou pas d'une manière générale. Ça, c'est un fait. Et l'autre, je pense que nous sommes extrêmement divisés au Togo. Et ça nous a marqué quand même, vous savez, 50 ans d'un régime, d'un demi-siècle de régime comme ce que nous avons connu ou ce que nous connaissons. Ça marque les esprits, ça marque les individus. Comment dire, beaucoup de gens se sont éparpillés dans le monde et sont un peu partout dans le monde, et c'est autant de choses perdues, autant d'esprits qui, réunis ou rassemblés, pourraient contribuer à une effervescence, à imposer comme ça un peu la marque togolaise, si je puis dire, dans les affaires, en l'occurrence ici littéraires. Et puis il y a aussi que le livre coûte cher, et qu'il y a quand même une censure, que c'est avec les taxes dessus, nos livres, ceux qui sont édités en Europe, ça peut coûter banalement dans les 15 à 20 euros, ce qui est beaucoup. Et puis voilà, donc tout ça joue. Sociologiquement, je crois aussi, les Togolais ne nous mettons pas beaucoup en valeur, je pense. Je crois qu'il y a des pays, franchement, je rectifie un peu ce que je dis par rapport à la quantité, parce que le Congo, par exemple, le Congo-Brazzaville est un pays équivalent au Togo. Je ne sais pas pour ce qui est de la superficie, mais en termes de population, c'est à peu près équivalent. Et pourtant, ils ont l'air d'être plus visibles, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments qui jouent. Il y a aussi une chose qu'on ne perçoit pas, il y a une guerre souterraine qui est menée contre l'esprit africain. Et donc, à l'extérieur, ce n'est pas facile, c'est une bataille aussi, et ça joue beaucoup, parce que médiatiquement, ce sont les moyens occidentaux ou français qui permettent aussi aux Africains, aux Togolais de reconnaître les leurs. Justement, est-ce que 60 ans après les indépendances, nous devons rester toujours à accuser les autres de ne nous avoir pas aidés à être plus visibles, à évoluer? Parce qu'en fait, quand vous prenez un pays comme le Togo, moi je le dis sans langue de bois, en termes d'infrastructure culturelle, c'est un désert. Oui. On n'a pas de théâtre, oui. Comme par exemple au Ghana on a le Grand Théâtre, on n'a pas de consistoire, on n'a pas de ballet national, on n'a pratiquement rien. Et aujourd'hui, même les bibliothèques ont disparu. Je venais d'en parler avec l'invité précédent, avant on allait dans les bibliothèques, et tout ça aujourd'hui participe à tirer la littérature et les œuvres de l'esprit vers le bas. Et donc, c'est d'abord une question politique. C'est une volonté politique qui manque. Oui, non, mais c'est clair. C'est que nous sommes... nous savons tous. Hein, c'est un pays bizarre. Les gens s'en foutent du pays. On ne fait rien. C'est étonnant. Je ne comprends même pas pourquoi il ne peut pas y avoir un théâtre, un espace. Je ne sais pas. J'imagine que ça ne coûte pas si cher que ça à l'État. Mais c'est un fait. C'est un fait que les gens se moquent. Alors est-ce que peut-être que la littérature en général ça participe de la critique peut-être politique et qu'on ne souhaite pas trop non plus l'aider, mais je crois sincèrement que les gens simplement se moquent complètement. Oui, parce que ce qui est révoltant, c'est que quand vous venez à Lomé par exemple, Théo Ananiso, pour pouvoir parler de vous, de vos œuvres, il faut aller au Centre culturel français. 60 ans après les indépendances, il y a quand même un problème. Oui. On n'a pas de centre culturel, non. Les initiatives privées ne tiennent pas longtemps, et je vais vous donner des chiffres qui vont faire froid dans le dos. À Lomé, on a 15 000 bars. Les débits de boissons, on a 15 000 bars. Ça, ce sont les chiffres de la brasserie du Bénin et du syndicat des tenanciers de bars et restaurants. On a 15 000 bars à Lomé. Et dans la banlieue d'Agoué, dans les 15 000 bars, ça c'est le Grand Lomé, dans la banlieue d'Agoué, on a 8 000 bars. C'est-à-dire que dans ce pays, les énergies sont beaucoup plus dans la boisson, dans les églises qui poussent partout comme des champignons, dans les mosquées, plutôt que dans les œuvres de l'esprit qui doivent tirer les valeurs vers le haut. Voilà le constat. Oui, et en fait,
c'est étonnant d'ailleurs, j'imaginais pas autant de... Ça, c'est les derniers chiffres. Non, ça, c'est officiel, c'est les derniers chiffres. 15 000 bars. Et l'État vient de mettre à disposition des tenanciers de bars et restaurants 20 milliards de francs pour les accompagner dans cette période de Covid. 20 milliards à distribuer à tous les tenanciers de bars. Voilà, et ça c'est l'information que je vous apporte. Alors, et le monde de la culture n'a rien. Ceux qui ont publié les livres, qui ont été primés, ils ont eu 1 million. Peut-être même moins. Voilà. Ouais. Non, c'est vrai, il n'y a rien. C'est étonnant, mais on voit bien que, donc, moi je pense, j'en tire la conclusion que c'est fait exprès. Je pense que ceux qui détiennent les rênes de ce pays, qui dirigent le pays, font exprès d'abêtir la population, j'imagine. Je ne vois pas d'autres explications. S'ils peuvent sortir des milliards pour aider les tenanciers des bars, qui déjà, à mon avis, en général, arrivent à s'en sortir par rapport à d'autres catégories de professionnels, je peux imaginer que donc ils le font exprès. Je suis sidéré, mais on ne sait pas. C'est étonnant parce qu'on a dans le gouvernement, enfin, si je peux me permettre de parler comme ce gouvernement, il y a quand même des gens qui sont des auteurs. Enfin, je veux dire, le ministre des Affaires étrangères, par exemple, ou l'actuel recteur qui est devenu ministre. Enfin, il y a des gens qui sont des intellectuels qui devraient, mais je ne sais pas. Vraiment, sincèrement, je ne pourrais pas. Je suis vraiment d'accord avec vous que la littérature ou la culture en général est complètement négligée et méprisée même, je pense. Mais voilà, je ne sais pas comment dire. Alors, comment fait-on quand on est devant ce tableau qui est assez sombre et je dirais même noir, comment fait-on pour ramener le livre au cœur des préoccupations des citoyens, des secteurs qui sont les plus, les plus intéressés? Par exemple, aujourd'hui, on venait de le dire, dans les programmes officiels, ce n'est pas évident qu'on étudie encore des auteurs togolais. Il faut peut-être arriver à l'université pour en étudier un ou deux. Comment fait-on pour briser cette chaîne-là? Est-ce qu'en dehors de l'État, il faut encourager les initiatives privées, installer les bibliothèques dans les quartiers, amener les jeunes à s'éloigner des téléphones intelligents, à s'occuper beaucoup plus des livres? Est-ce que vous avez des pistes à proposer? Il y a deux choses en fait. La littérature en général, le livre, c'est quelque chose qui intimide les gens qui n'en font pas partie, qui ne font pas partie de cette activité. Mais ce n'est pas seulement en Afrique. C'est élitiste. C'est élitiste, voilà. C'est-à-dire, en fait, élitiste, oui, c'est ça. Mais ça ne l'est pas, mais a priori, c'est ça, en fait. C'est comme l'art plastique, c'est comme sans doute aussi une catégorie de musique, la musique classique, etc. C'est élitiste. Donc ça intimide les gens qui pensent qu'ils n'en ont pas les codes, qu'ils ne peuvent pas, et donc personne n'aime être dans une situation où il ne serait pas à l'aise, capable de comprendre. Donc, instinctivement, et même les adultes, les hommes, y compris d'ailleurs, je pense un peu aussi des gens qui sont dans le gouvernement, la politique, se tiennent à l'écart de cela. Ça, c'est un élément. L'autre élément, et donc, je pense que, mais l'autre élément qu'il faut quand même savoir, c'est que le livre, c'est-à-dire que c'est le langage que les hommes ont inventé qui est le plus lent. C'est-à-dire qu'on a inventé la parole, enfin je ne sais plus trop comment à un moment donné, les hommes ont, je ne sais pas, il y a des milliers d'années, ont commencé à parler, c'est spontané, on exprime les sentiments, on peut crier, etc. Mais le livre, si vous voulez écrire ce que vous ressentez, vous devez prendre le temps, chercher un stylo, vous asseoir, prendre un papier pour commencer à faire. Ça prend du temps. Et pour lire aussi. Et ça aussi, les gens n'ont pas forcément le temps. Il y a ces deux éléments. Et donc, il n'y a qu'une explication. Pour répondre à la question que vous me posez, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'école. Tout à l'heure, ça a été abordé. C'est introduire, c'est par ce biais-là qu'il faut amener. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les jeunes, à l'école, au collège, ou plutôt ou plus tard, ont accès aux livres et aux textes, ils sont habitués, parce que de toute façon, dans le cadre de l'école, ils sont un peu, pour ainsi dire, captifs. Donc, ils prennent connaissance, ils découvrent qu'en réalité, ce n'est pas élitiste, c'est leur vie quotidienne. Et à partir de là, cette barrière-là, ou cette barrière instinctive-là cesse, et on peut. Mais c'est par l'école. Et donc, nous revenons encore à la politique, aux décisions politiques. Et s'ils ne le décident pas, nous pouvons essayer, il y a des lieux, des centres où on peut, etc. Mais ça attirera toujours les mêmes personnes. Je ne vois pas comment on peut faire autrement si on ne passe pas par le biais des programmes scolaires. Je crois, à mon avis. Alors, vous êtes
dans la diaspora, vous êtes beaucoup plus actif là-bas qu'ici. Oui. Vous avez d'autres collègues, Kossi Efui, Samy Tchak, et j'en passe. Et Samy Tchak qui vient d'ailleurs de recevoir un prix oui. en France. Quelles sont vos relations, parce que vous êtes tous des compatriotes. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous pensez de la littérature togolaise? Comment vous réfléchissez à la chose littéraire par rapport à votre pays? Alors, en ce qui concerne Kossi Efui, par exemple, j'ai été aussi étudiant avec lui ici ensemble, nous connaissons. Samy Tchak, je l'ai renommé à Kanya Alem aussi, avant qu'il ne revienne ici intégrer le régime. Nous avons pas beaucoup de contacts. C'est complexe à expliquer parce qu'il y a des affinités. Il y a ce qui se comprend d'ailleurs, c'est-à-dire que le contexte français, le contexte de la langue française, l'écriture de la francophonie, etc., est un contexte très politisé. Et il y a ceux qu'on aime, ceux qu'on veut, ce qu'on n'aime pas dans le système. Et les écrivains africains sont souvent confrontés à savoir où bien ils sont, j'allais dire, ils maintiennent une espèce de fidélité ou de rapport parce qu'ils se connaissent depuis l'enfance ou depuis le pays, ou bien il y a une espèce j'allais dire, de façon de s'écarter un peu. C'est subtil, mais ça existe. C'est un peu comme dans le système sans doute politique ici. C'est très exigeant. Hein. Ce n'est vraiment pas du tout un prétexte. C'est très exigeant. Par conséquent, il y en a qui peuvent ne pas souhaiter forcément vous fréquenter, et donc nous en sommes là à être là. Bon, mais il m'arrive de rencontrer Kossi Efui. Nous étions il y a 4 ans au Liban, invités ensemble pendant une semaine, où voilà, Samy Tchak, parfois je le crois, je le rencontre, parce que nous sommes chez le même éditeur aussi. Il publie ailleurs, mais nous publions aussi également chez Gallimard. Et donc, comme moi j'habite en Allemagne, je ne suis pas facilement en contact, j'allais dire, au sens des rencontres dans Paris, dans les cafés ou les cocktails, enfin là où on peut se rencontrer. Je n'y suis pas souvent, et donc voilà ce qui fait. Mais eux qui sont en France, à mon avis, doivent régulièrement, par le fait du hasard, comme tout à l'heure j'ai rencontré à Sion-Politis, peuvent se rencontrer plus facilement. Mais des rapports, nous n'avons pas beaucoup, spécialement comme cela. J'en ai beaucoup plus avec ceux qui sont ici. Il y a des gens comme Jean Katibé qui était avec moi au lycée à Dapan, et puis d'autres plus jeunes. Et en réalité, pour finir, j'espère que c'est aussi une partie de la réponse que je peux donner à votre question. Je suis en train de vouloir créer une espèce de centre de culture ici à Nero, pas loin, enfin à Gumukope, c'est à l'entrée d'Anero, et où je pense pouvoir, parce que je vois faire ça en Europe, où je pense pouvoir inviter des gens de la culture, autour du livre, etc., autour d'un thème, de discussion, de réflexion, etc. Et donc, c'est aussi une façon de créer, sans doute, de pouvoir créer un jour aussi une espèce de je ne sais pas comment le dire, convivialité, quoi, de l'esprit, quoi, pour penser notre situation. Alors, est-ce que vous étiez à la dernière cérémonie de remise des prix du ministère de la Culture? Non, je n'y étais pas. Non. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette initiative d'abord? En plus des auteurs qui ont été primés, je les rappelle rapidement, il y a notre ami Claude Assiobo qui vient de partir, qui a eu le prix du grand roman. Il y a eu Monseigneur Bariga qui a eu le prix du théâtre. Il y a Madame Chassim, je crois, qui est professeure à l'université, qui a eu le prix de la poésie. Et puis il y a Monsieur Folika qui a eu le prix des contes. D'abord l'initiative elle-même, parce que les prix pour la promotion de la culture, dans d'autres pays, ça existe depuis 20 ans. C'est la première fois au Togo. Bon, il vaut mieux commencer un jour quelque part. Bien sûr, oui. Alors, comment vous dire ça? Sincèrement, je n'étais pas au courant. Quand je suis arrivé donc il y a une semaine, je n'étais pas au courant, mais j'ai vu quand même sur les réseaux sociaux un peu l'annonce, les noms, la photo même d'ailleurs, le visuel qui présentait les lauréats. Je pourrais dire, comme commentaire, je n'ai pas encore lu aucun de ces auteurs. Hélas, franchement, ce n'est pas que je me dérobe, mais je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas apprécier. Mais d'après ce que j'ai pu comprendre en échangeant ici ou là avec quelques jeunes ici aussi, c'est que je crois que les gens n'étaient pas au courant de l'initiative. Apparemment, ils n'étaient pas tout à fait au courant. Mais le principe d'un prix, c'est de la sélection. À partir du moment où on sélectionne, ça veut dire quelque part, on juge aussi les autres qu'on n'a pas primés, qu'on n'a pas choisis. Par conséquent, ils sont en droit de se sentir, j'allais dire, un peu visés. Par conséquent, je pense qu'il faudrait quand même, pour la prochaine fois, il y a toujours des ratés quand on commence, la prochaine fois,
ouvrir les choses, informer et que voilà, et qu'on sache le processus qui mène au choix ou à la sélection des finalistes et des lauréats. Je pense que c'est ce que j'ai pu remarquer hier ou avant-hier, un peu à travers les réseaux sociaux, quoi, que certains qui sont aussi des auteurs sont assez déçus parce qu'ils n'étaient pas au courant de cela. C'est ce que je peux dire en fait. Alors maintenant on me dit c'est l'État qui a créé le prix. Nous venons de dire, et il me semble que c'est évident, quoi, que l'État soutient plus les débits de boissons que la littérature. Alors, vous savez, quand c'est comme ça, on est en droit de soupçonner l'État de toutes sortes d'arrière-pensées, et tout à fait légitimement, quoi. Et que on peut, vous savez, les prix littéraires, les prix la francophonie ne fait que ça. On crée des prix pour torpiller d'autres gens, en réalité. Quand les prix de la francophonie, je peux vous le dire, quand vous voyez ce n'est pas celui-là à qui on donne le prix qui est visé. Il y en a qui sont visés, qui sont dans l'ombre, et c'est eux qu'on vise. En général, le jeu qui consiste à mettre certains en valeur pour d'autres, etc. Ça sert à ça les prix en fait dans le système francophone. Quand en Allemagne ou ailleurs, c'est beaucoup plus honnête dans les manières. Qu'est-ce qui amène à faire ça? Est-ce que c'est par rapport à la manière dont l'auteur se détermine par rapport à la puissance colonisatrice? Est-ce que c'est par rapport à ça qu'on torpille certains, qu'on valorise d'autres? Est-ce que parmi les écrivains, il y a ceux qui sont compatibles avec la France et ceux qui ont la plume un peu plus amère, donc on essaie de torpiller les gens? Exactement, non, mais c'est-à-dire, il faut quand même dire les choses simplement. Nous sommes l'Afrique, on veut nous digérer, on veut digérer l'Afrique, on ne veut pas lâcher l'Afrique. On veut disposer l'Afrique conformément aux intérêts d'autres gens. Bon. Et on ne peut pas laisser les gens réfléchir à leur guise et penser librement. Ça fait partie quand vous voulez manipuler les gens, il faut quand même contrôler comment ils pensent, ce qu'ils voient et ce qu'ils veulent. Et leurs élites littéraires, au sens large, aussi bien la presse d'ailleurs que les livres littéraires. Et donc ces gens-là, on les contrôle. D'ailleurs, vous avez été, il n'y a pas longtemps, un ambassadeur de France vous a entraîné devant. Enfin, je sais pas, on est trop libre. Ben voilà, c'est cela. Donc c'est exactement ça se passe. Cette chose, c'est pas d'une manière aussi spectaculaire, mais ça se passe également en littérature. Et donc, ces prix visent, on crée des prix, c'est de la politique en fait, c'est de la manipulation. C'est vraiment pas du tout pour... Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens, enfin de bons livres qui sont pas primés, mais il y a toujours cette dimension politique qui est là. Et donc pour revenir au prix du Togo, évidemment un État qui est aussi négligent de manière générale à l'égard de la littérature, qui déciderait de primer comme ça des auteurs, on ne peut pas tout à fait y accorder beaucoup de bonnes pensées, de bonnes idées, je pense. Voilà. Alors, merci pour cette première partie où nous avons abordé de façon générale la question de la littérature. Maintenant, nous allons passer dans la deuxième partie qui consiste à décortiquer cet essai-là. Et c'est le travail d'Isidore, c'est lui qui a lu le livre. Moi, je n'ai pas eu le temps de le lire. J'interviendrai pour poser quelques questions au passage, mais c'est beaucoup plus lui qui va aborder cette seconde partie. Merci.